Le professeur Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre 2020. Des années avant le drame, il avait dit à une ancienne élève « J'aimerais que ma vie et ma mort servent à quelque chose ». Avec un regard et une écriture distanciée, le roman graphique Crayon Noir nous amène dans l'univers de l'enseignant et retrace la genèse d'un crime hors norme. Les auteurs de ce roman graphique, l'historienne et journaliste Valérie Higounet et le dessinateur Guy Le Béneret, étaient reçus à la librairie Ombre Blanche pour une rencontre le 10 octobre 2023 autour de ce roman graphique, donc Crayon Noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof, paru chez Studio Fact Édition. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous pour cette fin d'après-midi un peu chaude évidemment puisque l'été continue comme l'on dit. Donc, et nous sommes très heureux à la librairie Ombre Blanche de recevoir Valérie Higounet et Guy Le Béneret, donc autour de leur ouvrage qui vient de paraître, il est paru il y a 3 jours, Crayon Noir, édité par Studio Fact, donc sous-titre Samuel Paty, Histoire d'un prof. Alors, je rappelle quand même, Valérie, que vous êtes historienne, journaliste et directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Vos recherches portent et ont porté mais porte toujours sur l'histoire politique et l'histoire des idées. Vous êtes une spécialiste du négationnisme et du complotisme, et notamment de l'extrême droite en France après 1945. Je me rappelle l'histoire du négationnisme en France et les travaux notamment autour de Faurisson. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique, alors là je vais prendre mon envol, pour la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Non ? Vous n'y êtes plus. Bon, parce que c'est ce que j'ai lu, donc on raye. Il n'y a plus de membres, en fait. D'accord. C'est dissous, d'accord. Donc, nous nous en tiendrons à ce que j'avais dit précédemment. Oui, voilà. Ancien membre du conseil scientifique, je ne la refais pas, DILCRAH. Hein, c'est bien. Guy Le Béneret, vous êtes passé de la carrière d'ingénieur de recherche au dessin. Mais en fait, vous avez toujours dessiné. Mais on y reviendra dans cette rencontre. Et vous avez décidé de vous consacrer à l'illustration. Et Crayon Noir, c'est votre premier roman graphique. Et puis, quelqu'un qui n'est pas là, aujourd'hui, c'est la coloriste, Mathilda, qui avait notamment réalisé la mise en couleur de Algues vertes, édité chez Delcourt, et Le Flic, édité à la Goutte d'Or en 2021. Alors, de quoi s'agit-il ? Je crois que, avant de présenter cet ouvrage, peut-être mettre en exergue cette phrase de Samuel Paty, qui avait dit « Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose ». Et cet ouvrage, c'est un livre à la fois de mémoire, une enquête minutieuse, 2 ans, je crois, de travail. Et là, on sent la patte de l'historienne à travers cet écrit. Et c'est une enquête autour des mécanismes, je dirais, dévastateurs qui ont conduit au 16 octobre 2020, à savoir l'assassinat par Abdoulak Anzorov de Samuel Paty, donc collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Quelques jours plus tôt, dans un cours d'éducation morale et civique sur la liberté d'expression, Samuel Paty avait choisi de montrer des caricatures du prophète Mahomet parues dans Charlie Hebdo. On sait ce qu'il advint ensuite
Alors peut-être pour entamer cette conversation, une question pour tous les deux. Peut-être, je dirais, comment est né ce livre et pourquoi ce que l'on appelle un roman graphique? Qui commence? Valérie. Bonsoir. Alors déjà, je voulais m'excuser, je tousse, mais ce n'est qu'une bronchite, ce n'est pas le Covid. Donc aucune inquiétude, mais je suis testée et il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, comment est née cette idée fixe d'un roman graphique ? La première chose, c'est que quand j'ai appris l'assassinat de Samuel Paty, j'allais dire j'étais certainement comme tout le monde, comme vous toutes et tous, c'est-à-dire je n'ai pas compris. J'entendais un homme décapité, un prof, etc. Donc j'ai eu un moment d'absence assez long, d'effroi, de sidération. Je ne vais pas commencer le champ lexical qui est lié à ça, mais voilà. Mais bon, évidemment, j'allais dire que là, jamais je me suis dit, allez hop, tu vas commencer à écrire sur Samuel Paty. Ce n'était pas du tout. C'était seulement une réaction citoyenne et de mère de famille, quand même, bien sûr, qui est advenue à ce moment-là, le 16 octobre au soir. Mais, parallèlement, je travaille, comme vous l'avez dit, au sein de l'Observatoire du conspirationnisme. Et mon boulot, c'est quoi ? C'est d'être abreuvé de publications complotistes. Et donc, chaque jour, je m'y mets. Et chaque jour, dès l'assassinat de Samuel Paty, en fait, aujourd'hui, le complotisme, c'est ça. Internet, c'est ça. On n'attend plus. C'est-à-dire, dans les minutes d'après, les premières publications complotistes sont arrivées. Donc, j'allais vous dire évidemment que Samuel Paty était toujours vivant. Donc là, je vais parler évidemment. Ce sont les complotistes qui parlent, ce n'est pas moi du tout. Donc, il y avait plusieurs théories qui advenaient et je me disais à chaque fois, bon, ok, je m'y habituerai jamais, mais en plus, sur un homme comme Samuel Paty, j'étais peut-être plus dérangée que d'autres. Et un jour, quelques jours après, une publication m'a, j'allais dire, plus choquée qu'une autre. C'était un neurochirurgien à la retraite, comme il se présente, qui expliquait évidemment que Samuel Paty était vivant, mais qui rentrait dans des détails plus que sordides. C'est-à-dire, je vous en cite deux, ça va suffire, que ce couteau qu'Anzerhoff avait utilisé ne pouvait pas décapiter un homme, avec évidemment toutes les soi-disant explications d'un soi-disant neurochirurgien. Et que cette tête qui circulait sur les réseaux sociaux était en cire, avec tout un développement sur le musée Grévin. Et en fait, là, je me suis dit... vous ne me connaissez pas, mais je suis assez émue, et encore plus quand je parle de Samuel Paty, donc je vais essayer de finir mes phrases à chaque fois. Mais là, je me revois bien, et je me suis dit, non, là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Jusqu'où vont-ils aller ? Et encore plus, jusqu'où vont-ils aller sur cet homme, quoi. Et donc, je me suis levée, j'étais au bureau, et j'ai dit à Rudi Reichstadt, qui est le directeur de l'Observatoire et surtout mon ami, je m'en vais. Et en fait, je m'en allais pour essayer de joindre Christophe Capuano, que j'avais connu de nom, lors de la cérémonie d'hommage à la Sorbonne, qui avait parlé de son ami Samuel Paty quand ils étaient ensemble à Lyon, 20 ans auparavant. Et le hasard a fait que je l'ai joint dans la matinée. Et là, je lui ai dit, écoutez, je veux absolument faire un roman graphique sur Samuel Paty. Et j'aimerais que vous soyez le premier qui vous me donniez la main pour me rassurer et pour me conduire dans des lieux où Samuel Paty avait 20 ans et que vous me décriviez à ce moment-là qui était Samuel Paty. Parce que mon premier objectif aussi, c'était évidemment de revenir sur ces jours
que vous connaissez tous, qui ont amené à l'assassinat, mais c'était aussi de découvrir un homme que personne ne connaissait. Et l'idée est venue comme ça. Et avant de donner la parole à Guy, une fois que Christophe, que j'appelle Christophe aujourd'hui, donc parce que je l'ai vu des dizaines de fois, m'a donné son aval, et ben je me suis mise, comme toute historienne, à chercher, et surtout chercher une maison d'édition. Parce que je peux vous dire que c'était pas simple de trouver une maison d'édition. Alors, est-ce que le mot courage convient? Je sais pas. J'avais aussi ce qu'on appelle un synopsis pas très avancé, puisque, outre ma détermination folle à vouloir faire un roman graphique sur Samuel Paty, je n'avais pas de documentation. J'avais un homme qui m'accompagnait, mais j'étais certaine que j'y arriverais. Pourtant, je n'ai aucune certitude sur moi-même, quoi. Donc, beaucoup ont refusé. Et un jour, je suis arrivée à Studio Fac Édition, une toute petite maison d'édition, on m'en avait parlé parce que c'est en fait un groupe, je vais dans les détails, audiovisuel. J'avais travaillé avec Jacques Aragonès qui fait des documentaires. Et il m'a dit, présente ton projet. Et là, tilt. Ça a fonctionné très vite et Clarisse Cohen est tombée, on va dire, amoureuse de cette idée parce que franchement, elle s'est dit évidemment qu'on va le faire. Hein. Et donc, ce qui manquait pour un roman graphique, c'était donc un dessinateur qui est donc à mes côtés. Guy, c'est à vous. Quelle introduction. Bonsoir. Donc, moi, je suis arrivé dans l'histoire bien après Valérie, en gros en mai 2022, contacté par son éditrice, Clarisse Cohen, qui avait eu mon Instagram par une amie commune, qui avait vu ce que j'avais fait et qui me proposait de faire un essai d'illustration sur le début du texte de Valérie. Donc j'ai fait un essai, j'ai passé 7 jours à faire des planches comme un damné et à proposer ça à Clarisse et Valérie. Et ces planches, je suis content de le dire, sont toujours dans l'album. Donc j'avais une bonne impulsion. C'est les planches qui parlent de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. Donc elles ont été complètement recolorisées différemment par Mathilda. Au début, j'étais absolument pas d'accord avec ce qu'elle avait fait, et en fait, c'était bien mieux que ce que j'avais fait. Mathilda a beaucoup apporté dans l'album par son sens de la couleur et ses choix graphiques. Donc voilà, donc je suis arrivé à ce moment-là, j'ai fait ce bout d'essai, ça a plu, et donc ils m'ont proposé de travailler ensemble. Voilà. Et si je peux parler de la forme, pourquoi la forme roman graphique ? Je vais donc parler pour Valérie, puisque c'était son idée. Non, mais je vais lui reposer la question. Oui, on va lui reposer après. Ouais. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est que le roman graphique est en train de devenir un outil média maintenant avec une foule d'applications et pas seulement juste Astérix et Obélix, même si c'est parti de là. Donc je ne fais pas forcément de différence fondamentale entre bande dessinée et roman graphique. En tout cas, moi, ce que je trouve important, c'est d'essayer de toucher un public très large, y compris jeune. On sait que la lecture n'est pas forcément le loisir le plus partagé par les jeunes de nos jours, mais la bande dessinée résiste. Donc je pense que c'est bien qu'on utilise ce média. Et par ailleurs, c'est aussi un média qui permet de mettre pas mal d'informations en un volume relativement... c'est la puissance de l'image, quoi. Donc c'était important parce que le dossier et les éléments qu'a réunis Valérie étaient extrêmement nombreux. Donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est que dès le début, j'avais aussi l'appréhension de ne pas essayer de faire un bête reportage dessiné, on va dire. C'est-à-dire, je pensais qu'il fallait pouvoir garder une composante artistique dans ce projet. Donc j'espère y être arrivé pour les illustrations. Je suis sûr que Mathilda y est arrivée pour le choix des couleurs. Et donc je pensais que c'était important parce que je pense qu'une œuvre qui reste doit pouvoir sortir d'une illustration littérale d'un texte, quoi. Alors logiquement, on va voir ce soir, mais on est toujours d'accord entre nous. Donc je ne vais pas vous répéter ce que Guy vient de dire parce que je suis complètement d'accord avec lui. Après, il y avait évidemment de toucher cette génération, ces élèves de Samuel Paty,
hein, c'est-à-dire pour ceux qui ont lu Crayon Noir, de montrer l'importance des réseaux sociaux, les dégâts des réseaux sociaux, et que un roman graphique ne pouvait être lu que aussi par cette génération et par toutes les autres d'ailleurs, j'espère. Mais il y a aussi autre chose, comme on me qualifie d'historienne, qui a lu mon histoire du négationnisme de 600 pages avec 27 notes en bas de page à chaque page? Vous? Qui a lu mon que sais-je qui vient... Vous? Voilà. Voilà. Qui peut... Oui, c'est super les bouquins, comme on dit, de référence dans les BU pour les universitaires sur l'histoire du FN, etc. Mais je m'en suis peut-être lassée. Et je me suis dit surtout que... alors, c'est inadéquat comme mot, mais il est super beau, quoi. Excusez-moi de parler de ce point-là, pourtant j'ai aucune prétention. Mais ce livre, je le trouve super beau, avec tous ces talents réunis, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce livre, ouais, on est deux là. Il y a Mathilda qui est pas là, mais il y a Clarisse, il y a Jeanne, on a travaillé. Je suis désolée, mais il y a Annie-Laurie qui est là aussi. Donc franchement, on a bossé comme des dingues. Pas dans une osmose totale, on va pas faire le truc trop beau, mais presque. Et c'est ça aussi un roman graphique sur Samuel Paty. Et surtout, je peux vous dire que quand on va aller, et ce qui est déjà programmé dans des collèges, dans des lycées, en parler à ces personnes qui sont là et qui utilisent les réseaux sociaux, on va pas leur dire qu'ils sont responsables, bien sûr, mais peut-être... Et j'espère peut-être une nouvelle petite prise de conscience à quoi peuvent amener ces réseaux sociaux qui sont la première source d'information pour cette jeune génération. Donc il y a entre autres toutes ces choses. Pourquoi le choix d'un roman graphique? Tout à fait. Alors, pour aller dans votre sens, je dois dire, moi qui suis du vieux monde, comme l'on dit, et qui suis un lecteur de BD, certes, mais qui... lit aussi des bouquins épais, comme vous l'avez dit, Valérie. J'ai été très agréablement surpris et très intéressé justement par cette combinaison qu'il y a à la fois les sources, le travail, on le sent derrière ce travail d'historienne que vous avez mené, la façon aussi dont sont construits certains passages, la façon dont la démarche se met en place notamment, et l'apport du dessin. Et je dois dire que j'ai été moi-même assez conquis, et j'ai pensé, alors, toute proportion gardée, on ne va pas... Mauss et Quai d'Orsay. Hein? Évidemment. Ça coule de C'est vrai qu'on n'arrête pas de se dire... Juste pour vous dire qu'on a les mêmes références, je vous remercie beaucoup pour les deux, mais il y a quelques jours, on a discuté avec un journaliste qui nous interviewait et qui nous disait vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi la bande dessinée, sachant qu'une bande dessinée, ça reste 7 semaines dans une librairie avant d'être envoyé au pilon, si c'est pas vendu. Il faut savoir que la bande dessinée, c'est des milliers d'albums chaque mois et qu'il y a un turnover terrible en bande dessinée. Et là, je lui ai cité des ouvrages qui restent. Vous savez ce que je lui ai cité? Je lui ai cité Mauss et Quai d'Orsay. Je lui ai dit, ça c'est 2 références. Vous pouvez demander Mauss en ce moment à un libraire, il l'a. Donc il y a effectivement des bandes dessinées qui passent en 7 semaines et il y a des bandes dessinées qui restent. Donc celle-là, donc peut-être je pense que Crayon Noir restera. Je pense que compte tenu du contexte, de l'histoire, de la façon dont elle est menée et dont elle est dessinée, mais ça n'engage que moi, ce sera ce qu'on appelle un livre de fond. C'est important, les livres de fond dans les librairies qui travaillent le fond, évidemment. Donc, un ouvrage, je dirais, très fouillé. Il y a des inédits aussi, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Alors, comment vous les avez obtenus? Alors, je vais répondre à votre question, évidemment. Mais tout à l'heure, juste avant de venir, c'est pour ça qu'on était, excusez-nous, un peu en retard. On était justement en interview avec une journaliste de l'Express qui n'a fait que suivre l'affaire Paty, et elle nous a dit très gentiment, justement, je comprends pas, il y a des inédits. Presque comment j'ai pu passer à côté de... Voilà. Donc, comment on a fait?
La première chose, c'est que c'est un travail de fourmi. Et donc, on a récolté, j'allais dire, un maximum de documentation qu'on a ingurgité, qu'on a lu. Le problème, c'est qu'il a fallu choisir. Ça, on y reviendra peut-être. La deuxième chose, et ça, c'est ce qui est certainement peut-être le plus inédit, ce sont les paroles. Et ça, franchement, ça nous a tellement apporté pour plein de choses. J'essaye de ne pas être trop longue quand même. Hein. Alors, la première chose, c'est, vous imaginez même pas, quand on est auteur et dessinateur, parce que je pars pour nous deux, quand cette première prof, Anne, il y a plus d'1 an, me répond à mon mail envoyé il y a plus d'1 an, est-ce que vous seriez d'accord de... je ne vous explique pas quand déjà je vois une réponse enfin. Ok, je vous suis. Et là, vous êtes 4 ou 5 heures au téléphone avec une personne qui, comme elle dit, elle m'explique pourquoi elle ne voulait pas. Premièrement, confiance dans des journalistes, laisse tomber, comme je me suis fait tromper plusieurs fois. Et ça, c'est pas clair. Mais surtout, je vais vous raconter un truc que je vais revivre en vous racontant. Et ça, c'est pour moi, je parle pour elle là une nouvelle fois, ingérable. Donc, il y a un témoignage qui dure, comme je vous l'ai dit, 4 ou 5 heures, avec, dans les 4 ou 5 heures, je prends la moitié de silence, et on va dire un quart de craquage, si l'on peut dire, je n'ai pas chronométré, mais vous voyez. Donc, on a ce premier témoignage qui est incroyable. Et à partir de ce premier témoignage, donc la méthode était simple, j'allais dire que ce bouquin, je l'ai fait, évidemment, on l'a fait, mais je l'ai fait comme les autres bouquins, c'est-à-dire source écrite et source orale. Ça veut dire que, évidemment, que quand on parle, et encore plus, j'allais dire, sur le coup de l'émotion, il faut relire ses propos et les valider. Donc tout ce que vous avez là, toutes les personnes sont d'accord pour que ce qui soit écrit soit dit. Et en plus, Guy leur a offert aussi les planches avec validation des propos. Oui, Guy. Oui, alors Valérie est très gentille de dire « on » dans cette partie-là, parce que c'est vraiment elle qui a mené l'enquête et qui a accumulé cette somme de documents fantastiques, qui a contacté les témoins. Moi, en ce qui concerne les témoins, je suis arrivé beaucoup plus tard, en fait, mais en particulier pour ceux qui ont accepté d'être représentés, j'ai quand même demandé à les voir pour pouvoir les dessiner. Et donc j'ai participé à certains de ces entretiens et comme elle le dit, c'est effectivement des choses qui sont extrêmement émouvantes, parce qu'on voit vraiment que la personne raconte une histoire qui lui est extrêmement pénible et le fait dans une confiance totale grâce surtout à Valérie. Voilà, donc ce que je peux ajouter, moi je suis arrivé pour faire éventuellement le portrait des gens et le problème qu'on a eu, mais globalement, c'est que la somme de documents est donc énorme et il a fallu trier. Donc, en gros, le mode de travail, si je voulais que j'en parle. Oui, tout à fait. J'allais vous poser la question parce qu'à partir de là, est-ce que, par exemple, Valérie arrive, j'ai écrit, Bon, comment est-ce qu'on peut l'illustrer? Ou est-ce que c'est un continuel va-et-vient? Il y a diverses méthodes de travail dans ces cas-là. Donc, il y a eu beaucoup de va-et-vient, effectivement, beaucoup d'échanges. Le livre, il est chronologique, à part quelques séquences au début et à la fin. Fondamentalement, il part du 1er septembre 2020 et il va jusqu'au 16 octobre 2020. Et donc, il y a un certain nombre de pages par jour. Et donc Valérie, dès le début, avait fait des fiches, on va dire, ou des documents assez longs parfois, décrivant tous les éléments qu'elle avait pu accumuler sur une journée donnée. Et donc moi, je partais de ça, qui était organisé globalement chronologiquement, avec les éléments qui lui semblaient importants. Je proposais à partir de ça un premier storyboard, disons en composant les planches et en lui proposant déjà les textes qui étaient dans les bulles ou les cadres. Et puis là, on commençait à échanger. Des fois, donc, je vous parle des échanges. Au bout d'un moment, on échangeait beaucoup moins parce qu'on était très vite d'accord. En fait, j'avais vraiment compris ce qu'elle voulait et j'avais très très peu de retours
négatif de Valérie et réciproquement. Mais disons, d'une manière générale, moi je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste, et c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus attentif à essayer de faire une histoire, une narration qui soit, voilà, qui donne envie d'être lue, je vais y arriver. Et donc Valérie, de temps en temps, par exemple, j'avais tendance à dire, là, on pourrait faire dire ça à tel personnage. Et là, Valérie disait, bah non, on ne sait pas si ce personnage dit ça, donc non, on le fera pas, on fait autrement. Voilà. Donc en gros, c'était ça les rôles, quoi. Valérie est là pour l'aspect exact, historique, et moi j'étais là pour un peu l'aspect narratif, sachant que des fois, il y a des éléments sur lesquels on n'avait pas le dialogue. Il a quand même fallu en imaginer parfois, mais le plus possible en se basant soit sur des sources directes, soit sur des gens qui nous disaient oui, ok, c'est un dialogue vraisemblable ou pas, quoi. Et donc vous avez réussi à rencontrer, si je puis dire, au-delà de ce que vous apportez d'inédit, l'essentiel des protagonistes, et on voit là se mettre en place petit à petit l'histoire. Et ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture, on va pas, bon, l'histoire est connue, on ne va pas refaire la chronologie et tout, mais c'est à la fois la place du mensonge, si je puis dire, et le rôle des réseaux sociaux. Et ça, c'est très bien mis en scène, si je puis dire, de mon point de vue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est ce qu'on disait aussi au début, hein. C'est pour ça que on aimerait, j'allais dire, être soutenu par l'éducation nationale et nous adresser avant tout à ce jeune public qui s'informe par les réseaux sociaux. La place des réseaux sociaux est centrale pour tout le monde, que ce soit pour le futur meurtrier, que ce soit pour les complices du meurtrier, que ce soit pour ces jeunes collégiens, hein, du lycée où Samuel Paty enseigne. Donc Internet est là et est omniprésent. Donc, et c'est vrai que c'est une des causes du meurtre de Samuel Paty. C'est tout simple, quoi, hein. Donc ça, c'est vrai qu'on a voulu le mettre en avant. On avait les sources qu'il fallait. Et c'est central, bien sûr, dans le livre, bien sûr. D'ailleurs, Eric dit, je crois que c'est Eric, à un moment donné, il dit « Samuel Paty n'a pas été, si je puis dire, décapité. C'est les réseaux sociaux qui sont la cause de sa mort. » Oui, tout à fait. Et juste si je peux me permettre par rapport au début, la première partie de votre question, le mensonge. Donc effectivement, toute cette campagne sur les réseaux sociaux part du mensonge d'une élève qui n'assiste pas au cours de Samuel Paty et qui, pour se justifier auprès de son père d'avoir été exclue du collège pour un autre motif, prétexte qu'elle a été mise dehors par Samuel Paty dans un cours qu'elle imagine. Donc tout le monde sait que cette gamine a menti et que c'est le point de départ de la campagne menée par son père et par un activiste islamiste pour déclencher cette vague de haine sur les réseaux sociaux. Pour autant, on n'a pas le dialogue de cet enfant avec son père. On ne sait pas exactement ce qu'elle lui a dit. On sait juste ce que son père a retranscrit sous la forme d'un message qui lui est enregistré sur le net. Donc c'est pour ça que j'ai fait pour cette page-là une illustration qui raconte de manière imagée le mensonge qu'a dû dire cet enfant à son père. Voilà, sachant que la forme graphique est intéressante pour ça, parce qu'elle nous permet d'évoquer un mensonge. On le fait en plus avec une imagerie, vous le regarderez si vous n'avez pas encore eu l'album, mais une imagerie qui fait appel à l'imagination et qu'on peut associer éventuellement à un enfant. Et c'est aussi l'idée de ne pas mettre des mots qu'on n'a pas dans la bouche de cet enfant, sachant qu'elle est accusée, elle va bientôt passer en procès, donc c'est quand même une matière extrêmement délicate sur laquelle on n'a absolument pas envie de dire des choses fausses. Il y a le rôle aussi, je dirais, de l'extérieur. Je pense aussi à l'imam qui intervient, mais aussi vous montrez très bien, je pense aussi à Soraya par exemple, la façon dont elle va se situer à travers toute cette histoire que vous montrez. Je crois que il y a toute la façon dont je dirais le puzzle se met en place montre un peu que tout ça n'est pas si simple. Et puis il y a le rapport aux collègues aussi. Au départ, certains collègues ne sont pas d'accord de la façon dont il s'est comporté. Et puis lorsqu'on voit certains discours à la fin de l'ouvrage, on se dit que du chemin a été parcouru. Et je crois que vous montrez bien cette façon dont
dans cette tragédie, en quelque sorte, se bâtit, arrive à cette décapitation et les questions que cela pose à la fois à travers le contexte de cette histoire et puis aussi cette question de la liberté d'expression. Oui, qui est au centre. Qui est au centre aussi de l'ouvrage. Oui. Mais c'est ça qu'on voulait faire aussi, c'est, comme vous dites, montrer. Donc ce qu'il fallait, c'est avoir des documents et des témoignages inédits. Donc là, par exemple, vous parlez de Soraya, qui est une femme qui a choisi l'anonymat et qui est une mère de confession musulmane qui avait son enfant qui était élève de Samuel Paty. Donc ça, par exemple, on a eu donc plusieurs profs qui ont côtoyé Samuel Paty. Ce qui est intéressant et qu'il faut savoir, c'est que, oui, la plupart ont critiqué. C'est-à-dire que, par exemple, dès qu'il a fait son premier cours où il a montré cette caricature, il est allé voir le prof d'histoire d'à côté en lui disant « Tiens, j'ai vu que mes élèves, certains étaient étonnés. » Donc il s'est questionné. Et en fait, ce qui a étonné Christophe, donc, David, pardon, c'est « Ah bon, tu les as fait sortir ?» Bon. Mais c'est ce qu'on explique aussi. Chaque prof a des moments T, qu'on fasse des erreurs ou pas. On est solidaire. Hein. Donc on montre aussi des profs critiques, étonnés, mais solidaires. Sauf deux. Le samedi, donc le X jours avant l'assassinat, qui vont écrire un mail et qui vont vraiment afficher le fait qu'ils soient contre, qu'ils ne veulent surtout pas soutenir Samuel Paty. Mais ce qu'on montre aussi, c'est ça. C'est un prof, ce sont des collègues, ce sont des élèves, puisque cette maman, il y a son élève aussi qui est dedans. Et c'est vrai on espère aussi, outre cette BD qui est en plusieurs parties et outre ces témoignages à la fin qui sont reproduits, poser, j'allais dire, mais une multitude de questions. Parce que si on a interrogé une maman, c'est évidemment pour entendre la maman, mais c'est aussi pour montrer, comme elle dit, tout ce que ce meurtre a pu faire pour son fils et donc pour les élèves par extension. Il ne faut pas les oublier. Si on interroge les profs, évidemment qu'on veut les entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment? Mais ils nous parlent aussi de leur conjoint ou leur conjointe. Donc c'est un traumatisme, comme vous le savez, national. Et c'est par exemple là aussi ce qu'on voulait faire ressentir. Et j'espère et je pense qu'on le ressent. Guy, peut-être Juste dire qu'effectivement, les premiers témoins qu'a pu entendre Valérie, c'était des professeurs, et qu'à un moment donné, il nous a paru vraiment important de sortir de la salle des profs, même si c'est le premier lieu, évidemment, d'échange. Mais voilà, avoir le témoignage d'Oussama, qui est un surveillant, ça nous paraissait très important, parce que lui, il est dans la cour. Et il s'est passé beaucoup de choses dans la cour. Beaucoup d'élèves, par exemple, à un moment donné, ont commencé à se mettre à transmettre des messages contre Paty, disant qu'il était raciste. Et lui, il a assisté à ça. Et comme il est musulman, les gamins venaient le voir en disant « Pourquoi tu défends Paty? Il est raciste, anti-musulman. » Donc voilà, il était au premier loge pour ça. C'est des choses que les professeurs n'ont pas forcément entendues. Et puis, bien entendu, cette parente d'élève, voilà, ça nous paraissait aussi très important d'avoir ce point de vue-là, qui par exemple nous dit que la reprise des cours après le meurtre de Samuel Paty, ça a été très très compliqué, parce que nous on le savait déjà, parce qu'on avait interviewé des profs, que ça avait été très compliqué pour les profs, qu'il y avait eu énormément de profs qui avaient craqué, qui avaient dû prendre des jours off, etc., qui étaient remplacés, leurs remplaçants eux-mêmes arrêtaient, se faisaient remplacer. Et donc la mère d'élève, elle nous dit, le problème c'est que les enfants, à un moment donné, il n'y avait plus de cours, quoi. Ils étaient quand même dans le gaz, il fallait que ça reprenne. Et finalement, elle dit qu'ils ont mis en place des choses, que ça a repris, hein, mais ça a été très long, et toute l'année a été quand même très perturbée. Il y en a qui ont abandonné, d'ailleurs. Oui. Il y a un prof qui est représenté... qui était proche donc de Samuel Paty, non seulement dans la classe, mais c'était le plus proche de Samuel Paty, qui a abandonné, oui, qui n'a pas pu continuer son métier, oui. Alors il y a ce qui est aussi très très bien montré dans cet ouvrage, c'est au fond ce qu'est un prof. Ce qu'est un prof, car Samuel Paty, au fond, et d'ailleurs c'est le sous-titre, hein, Histoire d'un prof, ça dit bien ce que ça veut dire. Qui aime YouTube, hein, qui joue au ping-pong,
avec ses copains, qui fait des blagues à 2 balles, dirions-nous, aujourd'hui, mais ça détend l'atmosphère. Et vous montrez bien ce que c'est, je dirais, qu'un prof, au fond, un prof ordinaire qui est un anti-héros qui va devenir un héros, si je puis dire. Et je crois que tout au long de l'ouvrage, ça, comme on dit, ça transparaît. Et par rapport à cette question, il y a d'une part Capuano qui joue un rôle important, que vous avez rencontré, qui va vous évoquer la période normale à Lyon, si je puis dire, quand ils étaient à Normal. Et après, il y a toute la suite, donc, à travers le témoignage des collègues, et notamment à la fin, les gens qui vont intervenir. Je pensais à Oussama, notamment, ce qu'il va dire de ce qu'est un prof. On a là l'image de ces profs qu'aujourd'hui, dont on dit qu'au fond, ils tiennent plus leur classe, ça va plus, c'est la panique partout. Eh bien non, on voit quelqu'un qui a le souci à la fois de ses élèves et de sa pratique, en quelque sorte. Et je crois que ça, c'est très bien montré, et vous êtes arrivé à travers l'enquête, en quelque sorte, et le récit graphique, à montrer cet aspect-là. Et je crois que c'est important de voir, à travers l'histoire, cette réhabilitation. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus ? En tout cas, ce que je vous dis, déjà merci. Et ce week-end, on était au rendez-vous à Blois, sur le stand de la PSG, c'est-à-dire l'Association des profs d'histoire géo. C'était notre première signature. Et on est arrivé. Je vous jure que c'est vrai, quoi. Et il y avait la queue. Les profs venaient chercher ce bouquin. On n'a pas eu assez de bouquins. Et en fait, ce qui était hyper évidemment émouvant, c'est que... mais il y en a, franchement, hein, je crois qu'il n'y en a pas un qui nous a pas dit merci. Vous voyez ? Et il y en a qui craquaient, il y en a d'autres, etc. Et je crois que c'est exactement ce que vous dites, en fait. C'est en fait... déjà, évidemment, il y a le choc. Donc, jamais ils vont se remettre. Ce qui s'est passé pour leurs collègues, mais aussi ils pensent à leur métier. Et on a évidemment rencontré pour ce livre des personnes qui ne connaissaient pas, comme peut-être vous et moi, Samuel Paty, mais qui l'ont connu, hélas, par cet attentat. Et ouais, je crois que ça fait partie de nos objectifs, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est un ouvrage, comme on dit, qui peut libérer la parole. Oui. Merci encore. Oui, juste graphiquement, pour parler de ces aspects-là, c'est vrai que l'idée, c'était de minimiser finalement les parties, je vais dire, criminelles. On a choisi de ne pas représenter la scène du crime, évidemment. Il ne s'agit pas de les passer non plus... le livre est très précis sur l'engrenage qui conduit à la mort de Samuel Paty, mais... Voilà. Mais on essaie d'éviter le sensationnalisme dans cette partie-là. Et au contraire, l'idée, c'était de mettre en beau et en grand les cours de Samuel Paty. Donc voilà, c'est d'essayer de faire de l'extraordinaire à partir de l'ordinaire, c'est-à-dire les cours d'un prof d'histoire géo, et d'essayer de faire non pas de l'ordinaire, mais en tout cas de pas forcément insister sur cet aspect criminel qui, par ailleurs, a été très souvent décrit dans beaucoup de médias. Voilà, juste pour dire que c'était un peu le challenge. Oui, excusez-moi, quand on parle des profs, je vous reparle de Blois. Donc, à un moment, Monsieur Hériard vient nous voir, qui est donc la personne qui a mené sa classe au premier prix du prix Samuel Paty, qui a été mise en œuvre juste après le décès, entre autres par Christophe Capuano, entre autres. Et là aussi, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais, quoi. Donc il se voit, il voit tous ses profs au centre de Blois. Sa femme pleurait, elle est prof. Et ce que je veux vous dire en parlant de ça, c'est que la dernière page, elle est hyper optimiste. Parce que comment on peut être optimiste quand on fait un bouquin ? Non, c'est impossible, mais ça l'est. Parce que
On commence à la Sorbonne avec ces heures de dingue où la France entière écoute un hommage bouleversant donné à Samuel Paty. Et on finit à la Sorbonne lors d'un prix Samuel Paty avec des enfants, des classes qui sont hyper touchés de recevoir ce prix. Ce nom leur dit quelque chose. Et la dernière page, ce sont des élèves qui sourient. Pardon, c'est qui veut parler? Mais non, mais on ne parle pas de la dernière page, on va tout spoiler. Achetez-le quand même. Alors, chut. Vous lisez pas la dernière page? Non, je plaisante. Non, je voulais pas t'interrompre. La dernière page, on va pas dire si c'est sur la dernière page, mais ça parle du prix Samuel Paty en tout cas. Voilà. Et c'est vrai qu'on a été, pour vous dire, pour la petite histoire, on est allé ensemble à la remise de ce prix en octobre 2022. Donc on avait commencé à travailler en septembre 2022. Moi j'avais été contacté dans cette histoire, comme je vous l'avais dit, en juin 2022. Donc autant vous dire qu'en octobre 2022, la BD, elle n'existait pas. Enfin, il y avait vraiment 3-4 illustrations, des notes en grand nombre prises par Valérie. Mais en tout cas, en sortant de la cérémonie, on s'est dit, on va terminer par ça. On ne savait pas qu'est-ce qu'il y aurait au milieu, mais on savait que la dernière séquence de la BD, ce serait ça. Parce que effectivement, ça nous paraissait la seule manière, on va dire, de terminer avec une ouverture positive, on va dire, sur cette histoire qui quand même est par ailleurs hyper tragique. C'est un ouvrage aussi qui montre aussi l'évolution de la place des parents dans les établissements et la façon dont les dialogues peuvent s'instaurer ou ne pas s'instaurer d'ailleurs. Je crois que ça aussi, ça fait partie c'est une part importante de l'ouvrage, je crois. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que, mais là, je crois qu'on n'est pas au Bois d'Aulne, on n'est pas au collège du Bois d'Aulne, on est dans le monde de l'éducation nationale, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on a eu cette remarque récurrente qui fait que, selon beaucoup d'enseignants, ces deux lieux distincts, le lieu du collège, du lycée, et le lieu de la famille, on va dire, ont explosé. Et que je ne dis pas qu'il y avait une empreinte indélébile entre les deux qui les séparait, mais aujourd'hui, ces témoignages qu'on a entendus nous disent que l'élève a une mauvaise note, le parent, il n'est pas du tout d'accord. Donc, il va aller voir le prof, il va dire, mais attendez là, mon prof ne mérite pas cette note-là. Et donc, c'est un exemple qu'on nous a donné. Et le prof nous disait que les profs, que ça n'arrive pas une fois par an, ça arrive très souvent. Et donc, pour des questions de notes, on a du mal à justifier. On justifie, mais en tout cas, les parents ne l'entendent pas. Mais il y a des questions évidemment beaucoup plus graves qui sont abordées par les parents, dont des problèmes qui sont évoqués dans le livre. Et là, il y a le couac, évidemment. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire ressentir, oui. Et un autre aspect aussi qui est important, c'est la place de l'institution. Alors, j'ai bien aimé le dessin de la personne qui, avec des lunettes, mais on ne voit pas les yeux, et qui, j'ai dit, oulala, il n'aime pas l'institution. Ah oui, alors on vous parle beaucoup trop des détails de... Alors, j'aime bien certaines institutions, je pense que l'éducation nationale, c'est une institution importante. Après, c'est vrai que donc il y a un parti pris dans la BD qui est de représenter les personnes qui interviennent dans le collège venant du rectorat, sous la forme de toujours la même personne, le même type en costard avec des lunettes et sans les yeux, ou bien la même femme avec un costard aussi et des lunettes, parce que c'était une rectrice qui était en poste à l'époque. Et c'est évidemment voulu, c'est-à-dire que d'une part, il s'agissait de se focaliser sur ce qui se passe dans le collège, et donc tous les gens qui sont dans le collège ont un vrai visage, ont une vraie personnalité, et ce qui est de l'extérieur est plus loin, quoi. Et donc c'était une représentation un peu plus indirecte. Et du point de vue des gens du collège, l'institution arrivait, donnait des consignes, et ils avaient vraiment l'impression que c'était pas compris, quoi. Enfin, fondamentalement, le 12 octobre, dans la salle des profs, tout le monde a peur d'un type qui débarque avec un fusil et qui fait un massacre. Enfin, franchement, je veux dire, on est après 2015.
Et le recteur dit, enfin l'envoyé du rectorat dit non mais attendez, ne nous emballons pas, il y a des rondes de police, les vacances c'est dans 5 jours, ça va bien se passer. Donc bon, il y a eu quand même une incompréhension et donc on voulait faire apparaître ça parce que c'est le sentiment qu'on a eu par les témoignages qu'a pu recueillir Valérie. Et en même temps, on voulait pas non plus accuser nommément des gens, on voulait pas donner un visage à des gens qui, à notre avis, ont quand même d'abord joué le rôle de l'institution dont ils faisaient partie. Donc, dont il faut reconnaître qu'elle ne pouvait pas non plus imaginer ce qui allait se passer. Enfin, on a aussi mis en avant des témoignages à la fin du livre d'enseignants qui ne font pas tant de reproches que ça à l'institution en disant que, vu ce qui devait arriver, qui était quand même de l'ordre du complètement inédit, c'était quand même difficile de prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc on a essayé de faire un compte-rendu de ça de manière un peu équilibrée et aussi de mettre à distance des gens qu'on ne veut pas mettre sur le banc des accusés. Enfin, on n'a pas les moyens de le faire, c'est pas à nous de le faire. Tout à fait, oui. Valérie, l'institution est montrée, elle n'est pas défaillante. Comment on peut la caractériser ? Je dirais qu'elle est déconnectée. C'est-à-dire que on est devant des représentants des institutions et devant une salle d'épreuves quasiment bondée. Et cette salle d'épreuves, je vous dis, ce sont des témoignages, hein. Ces profs ont peur. Donc, ils posent des questions. Mais comment on fait si ? Qu'est-ce qui se passe si ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est une réponse qui dit chacun son boulot. Vous êtes prof, et nous, on est l'institution, donc on va vous protéger. Le problème, c'est que c'est pas du tout une réponse qui va les convaincre. Et c'est ça. Il y a un fossé qui les sépare. Et ça, c'est vrai qu'on le ressent à différents moments de cette histoire sur Samuel Paty. On ne se comprend pas. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ces visages, qui sont quand même, on va dire, assez froids. Et les visages de ces enseignants qui sont dessinés par Guy avec une émotion, on sent qu'ils ont peur, leurs paroles confirment leurs craintes, etc. Donc, et il y a aussi, pour eux, une incompréhension de Samuel Paty. Parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, ça va être un homme de plus en plus seul. C'était déjà un homme solitaire. C'est un homme qui va avoir peur. C'est un homme qui va être amené par des collègues. Est-ce qu'on peut dire que l'institution est défaillante ou pas ? En tout cas, voilà, oui, ils ont promis des rondes de policiers qui seront à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs positions, hein. La famille de Samuel Paty estime que l'institution a été défaillante et que si elle avait réagi correctement, Samuel Paty serait encore vivant. Il y en a d'autres. Alors, une partie de la famille de Samuel Paty, pardon. Une autre partie, en tout cas représentée entre autres par son ex-femme, elle n'est pas d'accord avec cette version. Donc il va y avoir aussi un procès. Nous, notre rôle, c'est pas de rendre compte de façon d'un procès qui n'a pas eu lieu. C'est de montrer les diverses positions et en tout cas d'affirmer qu'il y avait cette déconnexion entre un monde des enseignants mais déboussolé, qui devaient aussi affronter leurs élèves tous les jours, hein, avec Oussama, qui voyait bien, tout le monde voyait qu'il y avait non pas quelque chose qui allait se passer, mais en tout cas une situation qui s'aggravait et une institution qui semblait en tout cas, je dirais, oui, déconnectée pour moi. Juste pour bien mettre la limite, la principale, par contre, fait partie du collège. Elle est représentée avec son vrai visage et elle a un rôle tout à fait positif. Enfin, tous les témoins qu'on a eus rendent hommage à la manière dont elle a géré la situation, etc. Donc voilà, juste pour dire que l'institution, elle commence vraiment à l'extérieur du collège, par le rectorat, etc. Voilà. Et puis il y a l'avocate aussi que vous avez. Oui. Donc à la fin de l'ouvrage. Oui. Oui, Valérie. On a tenu à rencontrer l'avocate d'une partie de la famille Paty, c'est-à-dire des deux sœurs de Samuel Paty, conjoints, enfants et parents de Samuel Paty, qui ont donc cette thèse que les défaillances de l'État, que si le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale avait réagi différemment, que Samuel Paty serait vivant. Donc c'est vrai qu'elle nous raconte et je pense qu'il était indispensable de la rencontrer pour l'écouter évidemment et reproduire certains de ses propos,
que quand elle a lu le dossier, qu'elle était sidérée par certains manques, qu'elle nomme, et que selon elle, il faut absolument revenir et que cette famille qui a déposé plainte ait des réponses. Il n'y aura jamais de réparation, mais qu'elle ait des réponses précises. Pourquoi et comment ça s'est passé comme ça? Alors, avant peut-être, si vous en êtes d'accord, de laisser la parole à l'auditoire, peut-être une dernière question, enfin une dernière, j'en ai d'autres, mais une dernière question pour le moment. Comment sort-on de cet ouvrage lorsqu'on a écrit fin? D'ailleurs, vous n'en êtes pas sorti en quelque sorte parce que ça continue. Mais là, comment on en sort? Donc Valérie me regarde, donc je comprends que c'est à moi de commencer. Oui, c'était très très intense, et ce d'autant plus que on a écrit. Enfin, je parle pas de toute la partie recherche, etc., qu'a mené Valérie à l'origine, mais fondamentalement, l'écriture de la bande dessinée, elle a duré de, on va dire, octobre 2022 à fin juillet 2023. Et il y avait 150 pages, c'était vraiment très dense. Et on a eu des témoignages très tardifs. Il y a des témoignages qu'on a en juin 2023, qu'on a réintroduits dans la bande dessinée parce qu'on s'est dit il faut absolument parler de ça. Soraya, par exemple, la parente d'élève, elle intervient tardivement et il a fallu que je change des planches pour l'introduire, etc. Donc ça a été très dense. Évidemment, c'est une histoire qui prend la tête. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, qui est tellement affolante, tellement terrible que ça vous hante forcément. Il y avait aussi le souci de faire quelque chose qui soit au niveau, quoi, parce que c'est quand même une histoire, une responsabilité. Donc on a pesé chaque mot, on a beaucoup échangé sur certaines choses. Par exemple, on a tenté de présenter certaines choses sur lesquelles on n'avait pas des sources concordantes sous la forme d'un conflit, d'une discussion entre par exemple plusieurs élèves, de manière à éviter de présenter uniquement un point de vue. Enfin bref, vous m'avez demandé comment on en sort. Ouais, c'est vrai. Donc on en sort difficilement et on en sort, moi personnellement, pendant une semaine, je me réveillais chaque nuit en me disant « Ah, il faut changer ça !» Ah non, c'est parti chez l'imprimeur, on peut plus changer. Donc voilà, ça reste longtemps. Donc il y a 2 points. J'en sors aujourd'hui là, à l'instant J, j'en sors rassurée sur un point essentiel, c'est quand on a remis les bouquins à ces témoins qui ont participé, qui ont lu, qui avaient lu leurs planches, on s'est dit on s'était pas planté, quoi. Et ça, c'est super important parce que s'ils nous avaient dit attends là, mais c'est pas du tout tout ce que vous nous aviez dit, quoi. Ça, franchement, j'aurais eu plus que de mal à combattre ça. Donc rassuré aussi par l'accueil parce que si on écrit des bouquins, il y a de la presse. Et pour l'instant, et je vous assure, c'est pas de la prétention, je vous le redis une seconde fois, la presse est unanime. Donc ça, donc je dis parce que là je parle pas pour Guy, ça me rassure énormément parce que pour moi ce bouquin c'était vraiment un vrai défi par rapport à ce sujet et par rapport à cette alliance texte, image et tout. Humainement dévasté, voilà, parce que pour plein de choses, mais pour plein de choses, mais on va pas parler de ça quoi. La première chose c'est que quand on a accès aux sources. Franchement, il y a certains trucs qu'on lit et qu'on voit, voilà quoi, c'est là-dedans, ça c'est sûr, et que ça y restera. Et la deuxième chose, c'est évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on entend ces personnes revivre ce traumatisme qui est en eux toute leur vie, voilà, il y a des paroles, il y a des attitudes, des gestes parce qu'on dit en face d'elles aussi. Et qui reste. Mais ça aussi, c'est humainement, c'est hyper beau, j'allais dire. Parce que on a vécu des instants, j'allais dire, de dingue avec ces gens devant nous, quoi. Parce qu'ils étaient de dingue. J'ai répondu à votre question ? Oui. D'accord. Eh bien, nous allons passer la parole. Alors, on va faire comme à l'école. Il suffira de lever le doigt et je ferai passer le micro. Et puis, ils vous répondront. Alors, qui commence ?
Oui, je suis sûr que tu as une question. J'en ai plusieurs, mais je vais faire super original, même si je ne suis pas prof d'histoire, je vais dire merci. Parce que ça aussi, c'est... je crois qu'on a besoin aussi, nous tous, société, de sortir un petit peu, de commencer à sortir de l'émotion, et on ne peut sortir de l'émotion que par la compréhension. Et on a besoin, je crois aussi, de comprendre qui était Samuel Paty, pour aussi nous aider à mieux porter sa mémoire. Parce que Samuel Paty, c'est quelqu'un qui a déboulé dans notre histoire individuelle et collective il y a 3 ans. Effectivement, on n'en avait jamais entendu parler, et depuis, il est devenu effectivement un symbole. Et voilà, au poids peut-être un peu lourd parfois. Et savoir qui c'est, merci. Et Samuel Paty, c'est très très bien dit. Alors je ne vais pas parler de la dernière planche, que je n'ai pas lue, parce que je n'ai pas ouvert le bouquin, bien évidemment, mais je vais parler de la première, c'est de la couverture. Samuel Paty, histoire d'un prof. C'est je me souviens parfaitement de ma réaction quand j'ai vu le visuel d'un seul coup, ou d'un seul coup j'ai réalisé quelque chose que j'avais pas forcément vu depuis 3 ans. Depuis 3 ans, l'image qu'on a de Samuel Paty, c'est cette photo en noir et blanc, puisque on pourrait en reparler longtemps de la couleur pour Samuel Paty. C'est cette photo où il est de 3/4 face et où on devine à peine un peu les élèves. Ouais, mais Samuel Paty, c'est un prof. Et en fait, sur cette couverture, ce qu'on voit, c'est l'essentiel de ce qu'il était en tant que prof, c'est-à-dire les élèves. Lui n'est qu'en silhouette blanche, et ce qu'on voit, c'est les élèves. Et je trouve ce parti pris d'une puissance. Donc ça va être un merci pour le livre, un merci déjà pour ça, avant que je me plonge dans ce livre jusqu'à la dernière planche que je n'ai pas encore vue. Merci beaucoup. C'est moi qui ai eu l'idée de la couverture. Non, mais il en faut un. Et moi, le titre. Partout. Oui, donc vous avez bien analysé effectivement. Moi, le truc qui m'a tout de suite, l'idée que j'ai eue, c'était effectivement de mettre les élèves en face. En fait, j'ai commencé par me dire, je vais reprendre la photo de Paty, je vais mettre aussi les élèves. Puis, bon, c'est pas possible. Les élèves sont pas à 360 autour d'un prof, quoi. Donc, on choisit son camp, quoi. Soit on est du côté du prof, soit on est du côté des élèves. Donc j'ai renversé la photo. D'ailleurs, c'est renversé, elle est quasiment détourée. Donc c'est vraiment un renversement de la photo bien connue de Samuel Paty. Et voilà. Et donc l'idée, c'était effectivement de mettre l'accent sur les élèves. Vous remarquerez d'ailleurs que dans la couverture, on voit l'élève qui ment. Donc il n'y a pas que des élèves qui sont extatiques devant les cours de Paty. Enfin, c'était quand même un prof qui était un peu surprenant. Je pense qu'un certain nombre de ses élèves étaient parfois un peu bouche bée devant les cours. Et l'autre truc, c'est la silhouette de Samuel Paty est en blanc. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont dit oui, il apparaît comme une espèce de fantôme. Alors c'est pas du tout l'idée, mais effectivement, quand j'y pense, ça fait un peu fantôme. Mais non, c'est plutôt l'idée que on ne sait pas qui il est. En fait, on ne connaît Samuel Paty que parce qu'il a été assassiné. Et l'idée du livre, évidemment, c'est de remplir ce blanc, quoi. C'est de vous dire qui il était. Enfin, je suis extrêmement de vous dire qui il était. En tout cas, de vous dire ce qu'on a compris de lui, quoi. Je vais rajouter du merci, et ce qui me vient, c'est œuvre de salubrité publique, parce que ça me paraît absolument évident, mais très clair. Importance du témoignage quand on est historienne et comment on fait avec ça. Et là, bravo de ce que j'entends, parce que ça demande du recul, parce que le témoignage, il y a le côté émotionnel, parce que le témoignage, il n'y a pas forcément la vérité historique, vu qu'il est redigéré, etc. Il y a des tas de trucs là-dessus qui doivent beaucoup, beaucoup travailler pour les digérer et en faire quelque chose. Donc, ce que vous m'en dites, moi, ça me donne très, très envie. Au tout début, il y a 2 choses au début de votre intervention. Il y a sur les maisons d'édition qui n'ont pas dit oui. Moi, je pensais tout de suite à Futuropolis et j'ai juste envie de savoir si Sébastien Gnedig, parce que je pense à sa BD, j'ai plus le titre, j'arrive plus à le retrouver, mais avec un petit bonhomme, c'est sur la montée, c'est un acteur qui devient un porte-parole du Front National, et qui lui non plus n'a pas Dieu. Il y a un truc, mais j'arrive pas à retrouver ça, mais c'est en l'occurrence écrit ou dessiné, je sais plus, par le directeur de Futuropolis, et pour moi c'était en plein pot, donc
éventuellement si vous les avez contactés. Ça, c'est de la pure curiosité. Et la deuxième question, c'est par rapport aux interventions collège et lycée. Parce que dans le contexte où on est, parce que prix Samuel Paty, parce que tout symbole, pour moi, c'est une évidence que ça ne peut être que favorisé et que vous avez normalement une voie ouverte. Et quelle est la réalité de ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça coince? Voilà. Et merci encore. Merci. Merci déjà. On se lâche jamais, en fait. Peut-être. Alors, là, je parle pour moi, excusez-moi, et encore plus pour un bouquin comme ça, parce que j'en ai écrit d'autres. Des merci, des félicitations, parce que franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, merci déjà. Franchement, et je suis franche, je ne sais plus si je l'ai proposé à Futuropolis, mais avec franchise, hein, je pourrais regarder mes mails, et là, je le ferai pas, mais en tout cas, si je l'ai proposé et qu'ils ont dit non, et qu'est-ce que je regrette pas? Parce que je vous le redis, c'était exceptionnel. Je vous assure, parce on va pas se la faire. Studio Fax, c'est le premier roman graphique qui publie. Mais on était tous les uns derrière les autres, vous voyez, c'est-à-dire dans le sens noble du terme, quoi. On ne s'est pas lâché. Et il s'est créé. Ouais, quoi. Moi, j'ai pas fait 32 livres, je suis pas une grande autrice. Mais j'ai jamais vu ça dans ma petite carrière, en tout cas d'historienne. Je savais pas que ça pouvait exister, parce qu'il y a évidemment le professionnalisme de Clarence Cohen qui ne cesse, et ça va rebondir sur votre question, qui ne cesse d'appeler, mais tout ce qui peut faire écho à ce bouquin auquel elle tient tellement, parce que si elle dit oui, elle y tient. Et puis, il y a toute cette bienveillance de cette maison d'édition. Ça, c'est la première chose. Donc, en ce qui concerne les éventuelles interventions, le livre, il vient de sortir. Vous voyez ? Le 6 octobre. Donc, vous êtes la première librairie à qui on présente le livre. On a fait des radios, etc. Donc, on va voir. Oui, a priori, on va... Et c'est notre souhait, le présenter, comme je le disais tout à l'heure, hein, à des adolescents, à des lycéens, et à tout le monde à qui veut l'entendre, quoi. Après, c'est vrai que il semblerait que, mais les choses ne sont pas encore actées, donc c'est pas d'être mystérieuse, mais je peux pas en parler, que on puisse travailler en partenariat avec des professionnels pour justement faire des fiches, vous voyez, sur le bouquin, plus précieux sur certains points, dont les réseaux sociaux. Donc aussi prendre la main d'autres professionnels pour faire de ce bouquin un ouvrage qui puisse aussi être avant tout pédagogique. Non, j'ai rien à ajouter, c'est parfait. D'autres questions ? Vous avez dit que vous avez été dévasté, mais vous ne voulez pas vous prononcer là-dessus. Nous dire un peu quelque chose quand même ? Non, c'est pas que je veux ne pas me prononcer, c'est que j'allais dire, je vous regarde pas, mais c'est pas c'est que je suis concentrée, donc je regarde par terre. Il faut en fait, outre mon activité à l'observatoire, donc je ne cessais de me nourrir de cette histoire. Et il y a évidemment des documents et des sources qui ont fait qui étaient très douloureuses. Je vous ai parlé tout à l'heure des témoignages, ça en faisait partie. Mais c'est vrai qu'il y a certains documents et certaines photos qui resteront en moi à tout jamais. Je veux pas vous faire de dessin, quoi. Mais donc c'est vrai que j'ai été à des Ouais, je pense que le mot dévasté, et en même temps, comme je le disais au début, j'étais hyper déterminée. On travaille sur des sujets compliqués, quoi. Hein. J'aurais pu choisir l'histoire de la cuisine à Toulouse.
franchement, j'y connaissais rien et j'en avais pas envie. Donc, je savais aussi qu'en choisissant cette thématique et ce sujet, que j'allais affronter certaines choses qui allaient être abjectes, difficiles à lire, difficiles à voir, etc. Mais c'est aussi moi qui l'ai choisi, donc je me plains pas quand je vous dis ça, quoi. Voyez. Bonsoir et merci. Moi, je suis pas du tout du monde des profs, mais par contre, je suis du monde de la santé. Et voilà, en fait, cette problématique que Samuel Paty, tous ses profs rencontrent, on rencontre aussi dans tous les corps de la fonction publique. Quand on est confronté au public, on a une société qui a vachement muté, des problématiques de comportement, et quand vous parlez de mensonges et de manipulation des faits, de ce qu'on dit, ce qu'on fait, et que ça devienne quelque chose de très grave et même de menaçant. Ben, moi, je sais qu'en tant que infirmière, je l'ai vécu je ne sais combien de fois. Et c'est une question qui est super intéressante, et je trouve que votre bouquin, il est essentiel, et merci beaucoup, parce que cette affaire de Samuel Paty, on a entendu tellement de choses sur cette affaire, que là, votre travail, qui est un travail avec une honnêteté intellectuelle, si je comprends bien, on pourra pas faire mieux. Au moins, ça raconte ce qui se passe dans notre société actuelle et qui pourrit un peu les rapports entre nous, et qui effectivement va peut-être, et j'espère pas, pourrir les générations futures. Donc effectivement, faire une tournée des collèges-lycées pour divulguer un petit peu une opinion saine de ce qui se passe, c'est bien. Et aussi peut-être faire évoluer les mentalités, parce que c'est vrai qu'en tant que personne qui est confrontée au public, qu'on soit prof ou je ne sais quoi, c'est très très compliqué. Donc merci beaucoup pour ce travail. Je l'ai pas lu, je vais le lire, c'est sûr, mais merci. Voilà. Merci. Ça m'intéresse d'autant plus ce que vous me dites, ce que vous nous dites, pardon, que pour moi, effectivement, la comparaison avec l'institution de l'hôpital, par exemple, moi, elle m'est venue à l'idée parce qu'il y a un peu la même question que quand on voit le quotidien d'un prof, à un moment donné, on reproduit l'emploi du temps de Samuel Paty, qui est un prof d'histoire géo comme les autres. Dans la même journée, Samuel Paty, il va parler de l'histoire de l'islam, de la traite négrière, de la guerre 14-18, du vivre ensemble, de la liberté d'expression. Enfin, c'est du lourd. Hein. Quand on dit qu'il y a des sujets sensibles qui sont traités à l'école, mais en fait, il n'y a que ça. Et par tranche de 50 minutes, avec 5 minutes de pause entre les tranches. Et évidemment, on peut commettre des maladresses, on peut avoir un doute sur le cours qu'on vient de faire. Il a pu partir un peu en live par rapport à ce qu'on imaginait. C'est ce que dit un professeur à un moment qui témoigne du trouble de Samuel Paty après son premier cours sur la liberté d'expression. On rattrape le coup. Le lendemain, il fait un cours qui est sans doute meilleur, en tout cas qui passe mieux. Et moi, ça me fait un peu penser, parce qu'évidemment, après, il y a la question de la relation du public avec l'institution. Effectivement, pour les gens, c'est très choquant, par exemple, que son enfant sorte de la classe pendant que le professeur présente un document. C'est pour ça qu'une mère d'élève réagit le lendemain. Donc elle réagit, elle a raison. Et puis on lui donne une explication, ça se tasse. Et puis il y en a un autre qui va réagir, et lui il va partir complètement en live. Il va devenir fou en fait. Et donc, je trouve qu'il y a ces niveaux-là, et moi ça me fait penser, excusez-moi de la comparaison, c'est peut-être pas la même chose, mais aux erreurs médicales. C'est-à-dire que quand on voit la vie d'un professionnel de santé, à un moment donné, il peut arriver qu'on ne fasse pas le geste parfait. Et en même temps, c'est normal que le public ait un droit de regard sur ce qui se passe, et en même temps, il faut que ça prenne des proportions raisonnables. Enfin, donc, c'est un sujet super compliqué, on pourrait en parler des heures, mais effectivement, je trouve que la comparaison, elle est quand même tout à fait pertinente. Et si je peux me permettre aussi, rebondir sur vos propos, alors qu'on ne fait évidemment pas le métier, il y a, évidemment, beaucoup de profs ont craqué psychologiquement à l'annonce du décès de Samuel Paty. En ce qui me concerne, je sais que j'avais interviewé un enseignant. C'était passionnant. Je dis pas que la détresse est passionnante, mais tous les mécanismes. Et puis un jour, j'ai plus une nouvelle.
Donc évidemment que cette personne ne figure pas dans le bouquin, on est bien d'accord, quoi. Ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai que, voilà, on peut pas, vous l'imaginez beaucoup plus que moi, cette détresse, on parle même plus de psychologique, quoi. Je pense qu'il y a d'autres termes qui sont plus adaptés et surtout, ces personnes qui nous disent évidemment qu'ils ne s'en remettront jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... on est quand même dans une histoire où il y a des mineurs qui sont mis en jeu. Et le procès de ces mineurs va s'ouvrir fin novembre à huis clos à Paris. On est sur une jeune fille... J'exonère personne quand je parle. On est sur une jeune fille qui a menti à son père, qui a peut-être déclenché l'affaire. Et on est sur 5 mineurs qui ont décidé de s'allier parce que le futur terroriste, pour eux, au moment T, leur proposer 300 € pour montrer Samuel Paty. Alors là, c'est plus votre casquette que la mienne, mais dans quelques jours, quoi, cette jeune fille, par exemple, s'est excusée, a fait une lettre publique au collège pour dire je m'excuse d'avoir menti. On ne parle même pas de la sincérité, pas de la sincérité et tout, on n'en saura rien du tout. Mais en tant que mère, alors, et j'ai pas. En tout cas, je me dis que la vie de ces mineurs doit être bien entamée. Est-ce qu'elle va être détruite? Ça, j'en sais rien. Ils seront suivis, ils sont placés, etc. Parce que la différence fondamentale, et là, je reprends ma petite casquette, c'est que le terroriste, le propagandiste, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc, eux, ils vont aussi passer en procès dans quelques temps et on verra ce que la justice décidera pour eux. Les adolescents, je ne veux pas, je sais pas s'ils avaient toutes les pièces essentielles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne savaient pas que Samuel Paty allait se faire décapiter. Ça, c'est une certitude. Et donc, ils ont été, chacun à leur façon, des acteurs de cette décapitation. Voilà. Donc ça, votre casquette, elle est là. J'imagine même pas dans quel état. Et ça se trouve, j'imagine mal d'ailleurs, parce que je ne sais pas. Voilà. Une dernière question? Non, ça vous laisse quoi? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Valérie et Guy. Merci à vous. Et Mathilda. Et Mathilda. Merci. Le roman graphique Crayon Noir, Samuel Paty, Histoire d'un prof, de Valérie Higounet et Guy Le Bénoré, est paru chez Studio Fact Éditions. Vous venez d'écouter une rencontre organisée le 10 octobre 2023 à la librairie Ombre Blanche. Enregistrement, réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.